Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public en direct non pas tout à fait en direct d'ailleurs, mais en public plutôt qu'en direct de l'école alsacienne. Et quand je dis en public, c'est vraiment en public parce qu'il reste pas beaucoup de place. Comme d'ailleurs la dernière fois que nous sommes venus ici et comme la prochaine qui sera le 6 avril, je vous signale. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, éditorialiste, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères et essayiste, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse en ligne Blick.fr et directeur de collection de la collection L'âme des peuples aux éditions Nevikata. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « L'Europe peut-elle résister ?» Il est chapeauté ainsi « Les mastodontes Trump et Poutine ayant conclu leur deal, abandon de l'Ukraine en race campagne et pillage de ses terres rares, l'Europe se retrouve seule aux avant-postes d'un conflit sanglant à ses frontières orientales. Comment s'affranchir du grand frère américain ? Telle est la question que pose ce numéro du 1 Hebdo. Donc, je vous l'ai dit, notre prochain enregistrement public, c'est le 6 avril à l'école alsacienne. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site et mercredi, nous mettrons en ligne les échanges que nous aurons avec le public tout à l'heure après cet enregistrement. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous êtes chaque semaine nombreux à vous inscrire. Vous pouvez vous y abonner gratuitement et vous le recevez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Vous le recevez gratuitement, mais si vous voulez contribuer à notre financement, vous nous rendrez un signalé service. Intéressons-nous maintenant au premier de nos deux sujets que nous avons intitulé « Comment réarmer ?» Après l'intervention télévisée du chef de l'État le 5 mars, la défense nationale est devenue la priorité du gouvernement. Fleuron de l'industrie de l'armement, PME et start-up innovantes, sous-traitants, tout un écosystème est mobilisé pour faire face à la menace russe amplifiée et au retrait de l'allié américain. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a évoqué une enveloppe de 100 milliards d'euros par an pour la défense à l'horizon 2030 contre 68 milliards inscrits dans la loi de programmation militaire, soit 1,5 point de PIB supplémentaire évoqué par le président de la République pour passer de 2 à 3 ou 3,5% du PIB chaque année. Le ministre des Armées a aussi esquissé quelques priorités. Je le cite, les munitions et la guerre électronique sont les urgences, puis la dronisation et la robotisation des armées. L'accélération des cadences est déjà visible sur certains segments comme les munitions, l'artillerie et les missiles, et il faut également rester performant dans le domaine de l'intelligence artificielle et le spatial. Du côté des grands programmes, Sébastien Lecornu entend augmenter le nombre d'avions de combat et de frégates de premier rang. Les revues stratégiques successives qui évaluent régulièrement les menaces pesant sur le pays et prévoient les moyens d'y répondre n'ont jamais écarté le risque d'un retour de la guerre de haute intensité. C'est pourquoi le modèle d'armée complet français a toujours été préservé au nom de la souveraineté nationale, afin de pouvoir agir sur tous les niveaux de conflictualité, même s'il a souvent été qualifié d'échantillonnaire. La France s'inscrit également dans un cadre européen avec de nombreux programmes de coopération comme le système de combat aérien du futur avec l'Allemagne et l'Espagne, l'hélicoptère du futur avec notamment l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne ou les missiles avec le Royaume-Uni. Interrogés par Ipsos Ceci pour la Tribune dimanche, les Français sont 68% à considérer favorablement une augmentation du budget de la défense, quitte à augmenter encore les déficits pour 66% d'entre eux, et même à sacrifier des budgets comme celui de l'éducation nationale ou de la santé, 51% des Français interrogés le pensent. La sécurité nationale passant ainsi devant la sécurité sociale, mais avant d'en arriver là, le gouvernement veut toutefois explorer d'autres pistes de financement. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, exclut d'activer la clause de sauvegarde prévue par Bruxelles pour financer les investissements dans la défense par de la dette. Parmi les outils envisagés à Bercy ou à Matignon figurent notamment le recours au livret A ou encore un grand emprunt. Vendredi, le président de la République a reçu les industriels de la défense pour leur fixer une nouvelle feuille de route.
feuille de route qui vise à accélérer les cadences de livraison d'équipements. Et face aux difficultés budgétaires et industrielles, Bercy organise le 20 mars prochain une réunion rassemblant les banques, les assurances et bien sûr les acteurs de l'industrie de la défense. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Beaucoup de générations ont eu l'impression de vivre des périodes historiques et ça n'était pas toujours vrai. C'est en revanche exact pour ce qui se passe aujourd'hui et pour ce que nous vivons. Donc le contexte stratégique a totalement basculé avec d'abord la guerre d'Ukraine. Donc c'est à la fois la grande confrontation entre les empires autoritaires et puis les nations libres et par ailleurs le retour de la guerre de haute intensité sur le continent européen. Et puis il y a l'arrivée de Donald Trump et nous allons y revenir sous une version vraiment idéologique avec l'Amérique qui prend ses distances avec la démocratie, l'éclatement de l'Occident et surtout l'alignement sur la Russie, non seulement pour l'Ukraine, mais sur des positions fondamentales concernant les libertés. Donc, pour la France et pour l'Europe, c'est vraiment la situation la plus grave que nous ayons connue depuis les années 1930, avec la faiblesse militaire des Européens, la division et surtout l'alliance contre nature. C'est plus le pacte germano-soviétique, c'est l'alliance Washington-Moscou. Pour l'Europe, c'est un traumatisme épouvantable puisque l'Europe s'est reconstruite avec l'idée qu'on faisait la paix par le commerce et par le droit, et par ailleurs à l'ombre du parapluie de sécurité américain, et tout ceci vient de disparaître. Pour la France, c'est aussi une grande remise en cause, parce que c'est vrai que nous n'avons pas totalement cédé au mythe de la fin de l'histoire, mais notre système d'armée n'est pas apte au combat de haute intensité en Europe. On a subi une défaite massive en Afrique et nous avons par ailleurs une dissuasion qui fonctionne un peu comme une ligne Maginot et des armées conventionnelles qui ont été, formatées pour des expéditions, soit du maintien de la paix, soit de corps expéditionnaires en Afrique, et c'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc ce qu'il faut faire, deux urgences, le soutien à l'Ukraine, d'abord pour elle-même, mais aussi pour gagner du temps, pour faire le réarmement européen, et ensuite défendre l'Europe face à la menace existentielle de la Russie, sans oublier qu'il existe aussi une menace djihadiste. Alors, à partir de là, beaucoup de choses sont dites, et je crois que quand on parle de comment le réarmement, tout le monde va immédiatement sur les moyens, on agite des milliards partout, et il faut quand même revenir aux fins, parce que c'est ça le fondement de la stratégie. Donc, je voudrais brièvement reprendre les différentes questions. D'abord, quelle est la situation ? Il y a beaucoup de confusion. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, et la guerre hybride n'est pas la guerre tout court. Donc, c'est un point très important, et si nous voulons réarmer, ça n'est pas pour faire la guerre, c'est pour maintenir la paix. Mais en revanche, il est urgent, évidemment, de le faire pour dissuader Poutine d'engager de nouvelles agressions. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire ? Ce qu'on veut faire, c'est d'abord la continuité de la vie nationale en toutes circonstances, et c'est la contribution à la défense de l'Europe. Avec qui est-ce qu'on veut le faire ? Donc aujourd'hui, les Américains, c'est une source d'instabilité, de chaos, et clairement, on ne peut plus compter sur la garantie de sécurité américaine. En revanche, il y a deux choses fondamentales, c'est que en Europe, c'est pas l'Union européenne, c'est un directoire de grandes nations, ce qui permet d'ailleurs de rapatrier le Royaume-Uni, qui est vital puisque c'est le tiers du potentiel militaire du continent, un directoire entre France, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Espagne, Italie et Suède. Et pour l'OTAN, il faut jamais oublier que c'est un bien commun américain, un bien commun européen. C'est-à-dire que toutes nos armées opèrent quotidiennement avec les procédures OTAN. L'armée américaine n'emploie pas les procédures OTAN, sauf pour les soldats américains, les 90 000 qui sont en Europe. Et c'est avec ça que nous pouvons construire un vrai pilier européen opérationnel, pas avec une armée européenne qui est un mythe, mais avec des armées nationales qui sont capables d'opérer de manière efficace ensemble et qui sont coordonnées sur le plan de leur équipement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Rehausser la dissuasion nucléaire,
il est clair que la question, nos 290 têtes ne sont plus suffisantes face à ce que représente la Russie avec l'hypothèse d'un désengagement des États-Unis. Insister sur la composante aérienne parce que c'est elle qui est flexible et qui est plus précise et qui peut se prêter davantage à des modes de démonstration que la dissuasion ne s'arrête pas au Rhin. Et surtout, il faut arriver à moderniser l'armée pour la rendre apte au combat de haute intensité. Et là-dessus, il y a un vrai problème de volume. L'armée de terre aujourd'hui, c'est 77 000 hommes et il faut à peu près la doubler. Si on voulait avoir une force européenne dissuasive en Ukraine face aux 800 000 à 1 million de Russes, il faut au minimum 150 000 hommes. Évidemment, ils viendront pas tous de la France, mais vous voyez que on a un problème de volume. Et puis ensuite, on a des gros retards sur les drones, sur les frappes en profondeur, et puis sur la défense antiaérienne. Alors, comment le faire en ce moment ? On l'a dit, il faut passer au minimum de 2 à 3% du PIB l'effort de défense. On ne peut pas le faire par la dette, puisqu'elle est déjà à 120% du PIB et qu'on a des taux d'intérêt à 3,6%. On ne peut pas faire par l'impôt parce qu'on va faire fuir le capital, les talents et les entreprises. Donc, la seule manière de le faire, c'est de basculer une partie des 34% du PIB de l'État-providence vers l'effort de défense. C'est la seule manière d'avoir un financement solide et durable. Et c'est la seule manière, surtout, d'avoir un réarmement adossé à la modernisation de notre modèle économique et social, parce que c'est ce qui est fondamental. Et c'est bien pour ça que vous voyez qu'il y a un lien fondamental entre réarmement militaire, réarmement économique, réarmement politique et moral. Richard Verly. Est-ce que réarmer, c'est simplement une question militaire ? Est-ce que c'est simplement une question d'investissement ? Est-ce que c'est simplement une question d'équipement ? D'abord, je voudrais poser cette question parce que j'en suis pas sûr. Je pense que réarmer, c'est aussi une question morale. C'est aussi une question de détermination et c'est aussi une question politique. Et donc, il faudrait peut-être s'attarder là-dessus. C'est-à-dire, le premier élément, c'est convaincre la majorité de la population avec de solides arguments que les raisons de ce réarmement sont objectives, nécessaires. Et donc moi, je mettrais quand même la politique avant les décisions d'investissement ou simultanément, parce que je crois qu'aujourd'hui, la preuve n'est pas complètement faite pour une grande partie de la population française. On le voit dans les débats à l'Assemblée nationale, Jean-Louis, ou même dans les médias. La preuve n'est pas complètement faite que la menace du moment exige un réarmement français. Elle est faite, je dirais, au sein des élites médiatiques notamment, quand on est autour de plateaux de télévision. Est-ce qu'elle est faite dans la rue ? Est-ce qu'elle est faite dans les mairies ? Je me pose la question. Donc, clairement, il faudrait à ce moment-là que nous vivons une espèce, je dirais, d'union nationale sur la nécessité de réarmer. Et cette union nationale, je ne la vois pas suffisamment. À mon avis, j'ai noté que le ministre des Affaires étrangères a entamé une tournée en province, dans un certain nombre de villes. Je me demande s'il ne faudrait pas faire quelque chose comme ça de manière plus étoffée, avec peut-être plus de membres du gouvernement, avec des membres de différents partis politiques, parce que s'il n'y a pas ce réarmement moral dans les têtes, s'il n'y a pas cette volonté de faire face, je me demande si tout le reste va vraiment suivre. Dans un pays, la France, dont vous savez qu'il est propice aux convulsions. La deuxième chose, c'est sur les objectifs et les moyens. Alors, sur les objectifs, tout a été dit par Nicolas, je ne vais pas y revenir. Je vais juste quand même ajouter 2 éléments. Premièrement, se réarmer, ça voudra dire coopérer avec des Européens. Ça veut quand même dire s'en prendre au mythe de l'industrie française d'armement qui engrangerait toutes les commandes et qui deviendrait le fournisseur pour les armées européennes. La réalité, c'est que si on veut s'armer de manière moderne, performante, ça veut dire s'armer entre Européens, ça veut donc dire qu'on accepte qu'un certain nombre d'équipements sont faits ailleurs, dans des usines d'autres pays, et qu'ensemble, on arrive à monter des projets convaincants de matériel, quel qu'il soit, dans tous les domaines prioritaires qui ont été évoqués. Ça aussi, il me semble que pour l'instant, cette partie de l'équation en France, elle n'est pas quand même bien admise.
On voudrait bien que Dassault fournisse ses Rafales à l'ensemble des Européens. On voudrait bien que le canon César soit adopté par toutes les armées européennes. On continue de penser que le char Léopard allemand, qui est quand même le meilleur char du monde, finalement, la France peut avoir une alternative. Donc, l'urgence de mettre dans le débat français la nécessité de coopérer entre Européens pour produire et pour acheter européen. Ça, je crois que là-dessus, il y a un gros effort à faire. Et enfin, sur la notion d'investissement, enfin sur l'impératif d'investissement, c'est-à-dire trouver l'argent, à titre personnel, et je l'ai répété déjà plusieurs fois lorsque j'ai été amené à répondre à cette question, je pense qu'on ne passera pas outre un grand emprunt national à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faudra s'endetter, s'endetter au niveau européen. Alors, contrairement à ce que dit Olivier Faure, je ne sais pas si d'autres le disent, mais lui, je l'ai entendu le dire, arrêtons de penser que s'endetter entre Européens veut dire que la France n'aura pas à rembourser. S'endetter entre Européens, ça veut dire qu'à un moment donné, la France aura à rembourser sa part. Donc, c'est complètement ahurissant de laisser penser qu'on s'endetterait au niveau européen et que ça ne concernera pas les Français. Et par contre, ça peut être quand même assez intelligent, même d'un point de vue de la défense, de s'endetter entre Français. C'est-à-dire que la dette, le montant de la dette consacrée à la défense sera porté non pas par des fonds spéculatifs internationaux dont on connaît les allégeances, mais par les Français eux-mêmes. Et l'histoire a montré, je crois qu'il y a une dizaine de grands emprunts nationaux qui ont scandé l'histoire de France. Je trouverais pour ma part assez judicieux de poser maintenant le débat d'un grand emprunt national consacré à la défense européenne. Et pas à la défense seulement française. Un grand emprunt national consacré à la défense européenne, et j'ajoute que ça pourrait peut-être servir de modèle, puisque dans cette histoire, on voit que quand même la France a eu raison sur un certain nombre de sujets. Eh bien, le grand emprunt national français pourrait peut-être servir de modèle à d'autres pays européens. Pour répondre à une question qu'on m'a posée, le fait qu'il n'y ait que du testostérone de ce côté-là de la barrière n'est pas signe qu'il va y avoir forcément la guerre. C'est signe que les emplois du temps des uns, des unes et des autres ont abouti à cette composition. Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais faire 4 remarques. La première, c'est il me semble que sur ce débat du réarmement, la France a relativement moins de terrain à rattraper que certains de nos partenaires européens qui ont une culture militaire beaucoup moins forte. En France, on a une armée complète. Je vous renvoie à l'excellente émission qu'on avait faite avec Louis Gauthier en mars 2023, où il expliquait bien ce que c'était que le modèle français d'armée complète, que peu d'autres pays européens présentent. On a une armée qui est active sur différents terrains. On a l'habitude de la voir présente. Et puis, on a une base industrielle, technique et technologique de défense qui est, elle aussi, disons, qui accompagne ce modèle complet, donc où on a des compétences un peu dans tous les sens. Et si j'ai bien compris, malgré la baisse du budget militaire qui a affecté l'armée depuis le tournant des années 90, on a préservé l'essentiel quand même de la base industrielle, ce qui permet de remonter en puissance, mais lentement, comme le disait Richard, le carnet de commandes des Rafales est plein. Et donc, même si le Canada ou le Portugal renoncent à acheter des F-16 américains, on ne peut pas fournir des Rafales après-demain au Canada ou au Portugal, même si ce serait souhaitable. La deuxième chose, c'est que pour développer la coopération européenne, il faut se défaire de la dépendance américaine. Dans l'OTAN, les Américains ont tout fait pour verrouiller le système. Ils ont verrouillé les systèmes d'armes avec des logiciels, avec des pièces sur lesquelles il y a des contraintes juridiques et techniques qui font qu'on ne peut pas remplacer ou mettre à jour les matériels sans l'aide des Américains. D'ailleurs, c'est tout à fait surprenant de voir l'effort qu'ils ont fait, notamment dans le centre de commandement, pour tenir absolument leur présence. Et aujourd'hui, ce discours qui consiste à dire les États-Unis sont perdants dans l'OTAN, alors qu'ils ont tout fait pour garantir le fait qu'ils nous vendent des armes, qu'ils détiennent les clés de l'ensemble des systèmes, c'est quand même assez étonnant. Donc il faut parvenir à de la coordination européenne, parce que quand on regarde en fait sur le papier ce qui est disponible en termes de matériel et même d'hommes,
la situation européenne n'est pas ridicule, mais simplement il y a beaucoup de lacunes sur certains domaines et de la redondance dans d'autres, et donc il faut réussir à beaucoup mieux ajuster les choses entre Européens. Pour cela, il faut apprendre, c'est mon troisième point, il faut apprendre à dépenser bien. Moi, je dirais, la question, c'est pas simplement de trouver de l'argent, c'est savoir comment bien le dépenser. C'est pas si évident de dépenser de l'argent. Je dis ça parce que, par exemple, les budgets post-Covid qui ont été mobilisés par un emprunt européen n'ont pas été entièrement dépensés. Il y a des pays qui n'arrivent pas à dépenser l'argent que l'Europe est prête à débloquer. Par exemple, en Allemagne, en 2022, ils ont développé un programme de 100 milliards pour moderniser la Bundeswehr. Ils n'arrivent pas à le dépenser parce que il y a des priorités, ils partent de très loin, etc. Donc, on a quand même un projet réarmer l'Europe à l'échelle européenne de 800 milliards. Il faut déjà commencer à utiliser intelligemment cet argent avant de penser à couper, en tout cas dans les autres dépenses publiques en France. Moi, je suis tout à fait réservé sur l'idée qu'il faudrait que c'est un jeu de vase communicant ou un jeu perdant entre dépenses sociales et dépenses militaires. Je pense que l'histoire montre exactement le contraire. C'est en période de guerre qu'on a plutôt renforcé les systèmes de solidarité. Je rappelle que le plan Beveridge, qui a jeté les bases du système de protection sociale en Angleterre, a été publié et voté en 1942. Et je rappelle, autre comparaison historique, que on a voté en France, après 60 ans de débats absolument intenses, la création de l'impôt sur le revenu le 15 juillet 1914. Tout le monde comprend dans quel contexte et pourquoi. Donc il n'y a pas de contradiction de l'idée qu'il faut passer de l'un à l'autre. Et dernier point, je suis assez d'accord avec Richard sur le fait que le point peut-être le plus difficile, c'est le réarmement moral, c'est-à-dire la compréhension du sujet. Comprendre la situation géopolitique, construire un consensus dans un pays qui est un peu entraîné comme d'autres vers une polarisation extrême des positions. Et faire comprendre aussi, c'est un aspect, je trouve, qui n'est pas tellement débattu. À propos des Européens, si on commence à discuter pas de partage, mais d'extension de la protection française du nucléaire, il faut que tout le monde arrive à comprendre la doctrine nucléaire française, ce qui n'est pas quelque chose de complètement évident. C'est pas la même doctrine que les Américains, et donc il y aurait beaucoup de pédagogie à faire auprès de nos alliés européens pour partager avec eux plus la doctrine nucléaire et pas simplement les instruments. Jean-Louis Bourlange. Oui, ça me fait penser à une émission de jeu assez célèbre là, qui veut gagner des millions. Là, on est vraiment dans qui veut dépenser des milliards. C'est absolument étonnant. Pour moi, c'est assez étonnant parce que je me rappelle qu'au nom de ma commission, la commission des affaires étrangères, j'avais au moment de la discussion sur la loi de programmation militaire déposé un amendement extrêmement modéré qui disait qu'il fallait atteindre les 2% très vite dès cette année et pas 2-3 années plus tard comme il était prévu, et d'autre part que c'était un point de départ et pas un plafond, c'était un plancher. Et la commission de la défense, les oies du gouvernement en l'occurrence, avaient effectivement fait en sorte, et le ministre Lecornu comprend très bien, Lecornu était d'accord avec moi en réalité, mais il était arbitré au niveau gouvernemental dans un sens plus restrictif. On dit non. Alors on était là à chipoter il y a pas longtemps, il y a 2 ans, sur des augmentations relativement limitées, et maintenant, paf, pouf, pif, on va passer d'augmentations absolument massives de 500 milliards, etc. Enfin, tout ça enfin 50 milliards, pardon. Tout ça est complètement fou. Et je trouve que alors, je comprends très bien la stratégie du ministre. Le ministre se dit, moi, je suis dans un contexte budgétaire épouvantable. Si je frappe pas un grand coup et si je demande pas beaucoup, j'aurai rien.
Et je crois qu'il faut bien comprendre que ces interventions, il est très habile, hein, Sébastien Lecornu. Je crois que c'est un très bon ministre. Il est très habile et il a décidé de jouer comme ça, de mettre un peu ses collègues, le Premier ministre, le Président de la République et tout le monde en face d'une demande qui serait impossible à récuser dans son ensemble. Mais enfin, je trouve qu'il faut quand même regarder les choses, et comme l'a dit Marc-Olivier, en relativisant. On a des dépenses militaires. Alors, je crois que le réarmement en matière de défense excède le budget militaire. Ça a été dit par certains d'entre nous. Ça implique véritablement tout un travail scientifique, hybride, comme on dit, civil et militaire, qui va bien au-delà du militaire. Mais enfin, on a un budget qui représente 2% du PIB et on a des dépenses sociales qui représentent un tiers. Qu'on ne me dise pas que c'est absolument... Alors, le Premier ministre dit, si on utilise bien, on écoute bien ces mots, il ne faut pas remettre en cause le modèle social, mais effectivement, augmenter même de 50% les dépenses militaires, ça n'implique pas qu'on remette en cause le modèle, c'est-à-dire l'architecture d'un système d'État-providence qui est évidemment radicalement différent de ce qu'est, par exemple, le système américain, qui n'a pas du tout le quart de la moitié en termes de dépenses sociales de ce que nous proposons. Mais entre ne pas remettre en cause le modèle social et ne toucher à rien, il y a évidemment une marge, et je trouve qu'il faudrait, à un moment, après avoir fait de la grosse caisse sur l'augmentation nécessaire des sommes, dire qu'il ne s'agit pas non plus de sang, de sueur, de larmes, mais il s'agit d'un effort résolu, continu, important, beaucoup moins important. L'autre jour, j'ai vu un document, on rappelait ce que Paul Reynaud avait fait en 1938 avec énormément de succès. Ce qu'on n'avait pas dit, c'est que la politique économique de Paul Reynaud avait été géniale. Si Paul Reynaud, la France était en parfaite situation économique en 1939. Et si on avait écouté Paul Reynaud, conseillé par le général-colonel de Gaulle sur le plan militaire, on aurait été aussi en bonne forme. Vive le président Reynaud. On aurait été en bonne forme en 1940. Mais les efforts étaient bien plus importants. Il y avait on demandait aux gens de travailler 60 heures, etc. Dans les industries d'armement, on dépassait les 60 heures à partir de 1938. On a fait un effort tardif, mais considérable. Donc, je crois que là, il faudrait quand même essayer de situer les choses. Et là, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Richard. Il faut savoir à quoi ça sert. Et ce qu'on fait, demander aux gens de payer massivement des choses, et puis à un moment les faire financer d'une manière ou d'une autre par les gens, parce que on trouve pas l'argent ailleurs que chez les gens, chez les entreprises, chez les particuliers ou chez les enfants. Hein, il y a trois sources. Hein. Les enfants, c'est l'endettement, les particuliers, c'est chacun d'entre nous, et les entreprises, c'est chacun d'entre nous, mais on le sait pas. Donc, au-delà de ça, il faut savoir à quoi ça sert. Et effectivement, quels sont... Alors, c'est quand même étrange, parce que quand on regarde les dépenses budgétaires européennes en matière militaire, elles sont du même niveau que celles du grand adversaire, c'est-à-dire la Russie, avec en plus un PIB pour nous 5 fois supérieur. Je crois, je parle sous le contrôle de Nicolas, qui est celui 10. Qui sait les chiffres ici. 10 fois. Au nôtre. Mais, alors, il faudrait savoir pourquoi, avec ces moyens-là, on n'est pas capable de faire mieux. Ça, c'est quand même la première leçon. Et je pense que les besoins en matière de défense, il faut les catégoriser de deux manières. On a d'abord des besoins quantitatifs, conjurer le risque et la réalité je finis rapidement, d'une défense échantillonnaire. Donc, est-ce qu'il faut faire plus pour la dissuasion? Est-ce qu'il faut faire plus sur le second point, assurément, sur les forces aéroterrestres qui sont centrées préposées à la défense de l'Union européenne, la défense du territoire européen, pardon. Est-ce qu'il faut faire plus sur les forces de projection? Sans doute moins, différemment.
et les marins n'aiment pas du tout qu'on en parle, mais le problème de savoir si le meilleur investissement, c'est le porte-avions et pas des frégates et des sous-marins nucléaires d'attaque, c'est posé. Mais ça, si vous dites ça au chef d'état-major de la marine, il vous pend au grand mât assez rapidement. Bon, mais enfin, la réflexion est menée. Et puis surtout, les besoins, les vrais besoins sont des besoins qualitatifs. Nous devons payer le coût de la méfiance, puisque maintenant nous sommes en situation de méfiance très grave et très justifiée vis-à-vis des États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour doter les forces européennes de l'autonomie? C'est comme ça, il ne faut pas simplement dire on va construire en France, en Europe, mais il faut que notre système d'armes soit autonome. Qu'est-ce qu'on va faire en matière de coordination? Quels sont les investissements qu'on doit faire pour que tous ces systèmes d'armes séparés, et qui vont pas se fusionner, Nicolas a raison, dans une, j'ai fini, rassure-toi, dans une armée unique, mais il y a un coût de la coordination, une stratégie de la coordination, et enfin, une stratégie technologique. Nous avons absolument besoin d'investir massivement dans tout ce qui, dans ce que sont les formes modernes de guerre. Donc, il faudrait cibler tout ça, expliquer aux gens, aux braves gens de France et d'Europe à quoi ça correspond, ce que ça permet d'atteindre et ce que ça coûte. Et je pense que à ce moment-là, on aurait un débat un peu moins fou, et sur le plan du financement, on pourrait regarder les choses en face et admettre que de toute manière, il faudra bien qu'on mette l'argent, la main à la poche, si on veut atteindre les objectifs. Merci. C'est tout, c'est simple. Merci. Avant de passer au deuxième de nos sujets, je voudrais dire que dans les 2 semaines qui vont venir, c'est-à-dire avant la prochaine émission en public le 6 avril, nous allons avoir recours aux thématiques pour éclairer l'actualité. Plus précisément, la semaine prochaine, nous consacrerons l'émission à la Pologne avec Pierre Buller. Et la semaine suivante, Thierry Breton a accepté d'être des nôtres autour du thème comment l'Europe peut-elle faire entendre sa voix. Puis le 6 avril, alors, nous retrouverons... Les 2 thèmes, si je comprends bien, c'est vive la Pologne et puis vive Breton. Vive l'Europe, d'abord, et ensuite, et vive la Pologne. Intéressons-nous donc maintenant aux États-Unis et à la question de savoir quel contrepoids existe à ce duo Trump-Musk. Depuis 2 mois, les recours en justice se multiplient dans les États fédérés à majorité démocrate qui cherchent à mettre en place des contentieux stratégiques sur quasiment toutes les mesures. Suspension des traitements médicaux pour les personnes transgenres, autorisation donnée à Elon Musk d'accéder aux informations du fisc et de la sécurité sociale, licenciement massif de fonctionnaires publics ou intimidation à leur encontre, suppression du droit du sol pour les personnes nées de parents irrégulièrement ou temporairement immigrés, élimination de plusieurs autorités administratives. Même les églises se tournent vers la justice pour protéger les lieux de culte du décret y autorisant les raids de la police de l'immigration. Mais une bonne partie des dossiers risquent soit d'être enterrés, soit portés devant une Cour suprême qui a proclamé avant l'élection de 2024 que Donald Trump, poursuivi dans de multiples affaires, bénéficiait d'une présomption d'immunité en raison du principe de la séparation des pouvoirs. Et le vice-président Vance, diplômé pourtant de la faculté de droit de Yale, a déclaré que les juges n'ont pas le droit de contrôler le pouvoir légitime de l'exécutif. En outre, si l'administration Trump décidait de désobéir à une décision des juges, la Cour ne dispose pas de moyens de coercition. Face à une opposition étonnamment passive, encore sonnée, les contre-pouvoirs paraissent bien faibles. Sauf un que Montesquieu ne connaissait pas, Wall Street. Les entreprises américaines, surtout les grandes entreprises cotées en bourse, dépendantes du marché mondial et de la chaîne de valeur globale, paraissent être les seules à pouvoir réfréner les ardeurs autocratiques du clan au pouvoir à la Maison-Blanche. Wall Street, qui avait soutenu l'élection de Donald Trump, semble déjà déchanté. Sur cette question, Richard Verly. La confiance en Wall Street, Philippe, moi je ne la partagerai pas tant que ça. La confiance en Wall Street ne vaut que si on offre à tous ces fonds, à toutes ces institutions financières, une opportunité alternative d'investissement pour gagner de l'argent. Disons-le. Et c'est en ça que j'ai trouvé assez intelligent, ça nous ramène au débat juste précédent, le fait que la Commission européenne a mis sur la table ce chiffre, pour l'instant totalement hypothétique, de 800 milliards d'euros pour la défense, parce que 800 milliards d'euros, c'est un affichage aussi à l'intention de tous ces investisseurs américains pour leur dire « Venez en Europe, il y aura de l'argent à gagner ». Et donc c'est juste,
je voulais juste commenter cet aspect de Wall Street. Je pense qu'il n'y aura pas de résistance durable de Wall Street si cet argent, ces masses d'argent qui transitent par New York ne peuvent pas se réaffecter ailleurs et avoir un rendement similaire à ce qu'ils obtiendraient aux États-Unis. Le moment est donc venu en Europe, notamment, de se préparer à enfin dire ce qu'on n'a jamais dit, c'est qu'on peut gagner de l'argent en Europe, en investissant en Europe, parce que c'est ce langage-là qui permettra de dissocier Wall Street de Donald Trump. Après, pour les contrepoids. Moi, je suis plus optimiste que la moyenne et je réfère à une série télévisée que j'ai vue ces jours-ci. Pour ceux qui ont Netflix, il y a une série qui s'appelle Zero Day. Le jour zéro avec Robert De Niro dans le personnage principal. C'est une série intéressante parce qu'elle a été tournée et conçue avant l'élection présidentielle et la victoire de Donald Trump. D'ailleurs, elle montre une présidente des États-Unis afro-américaine, ça vous évoquera quelque chose. Et c'est un bug, la thématique, c'est un bug électronique numérique généralisé qui paralyse le pays. Et ce bug, cette panne, elle a été conçue par l'alliance entre un géant de la tech devenu fou et un certain nombre d'élus, dont on ne dit pas le parti, qui ont pactisé avec lui. Et la cause semble totalement perdue, mais in fine, la morale et la justice l'emportent. Et la vérité l'emporte. Pourquoi j'en parle? C'est parce que je pense que la chance quand même qu'ont encore les États-Unis, la société américaine, c'est que c'est une société où la liberté et la vérité peuvent encore prévaloir. Et donc, je voudrais pas qu'on jette tout de suite les États-Unis avec le bébé Trump, avec l'eau du bébé Trump. Je crois que Trump n'a pas encore complètement contaminé l'Amérique. Elle est sonnée, elle est assommée, mais que les médias, la société civile ont encore les moyens de se réveiller et de se faire entendre. Et c'est peut-être ça, à mes yeux, le premier contrepoids. Après, pour passer en revue les trois autres contrepoids dont a parlé Philippe, les juges effectivement sont dans une position compliquée, difficile. Je n'imagine pas ce qu'aurait été un dîner chez Trump, dans la famille Trump, avec sa sœur Elizabeth, dont je rappelle, la sœur de Donald Trump était juge fédérale américaine, très respectée. Qu'aurait-elle pensé de son frère président des États-Unis prononçant un discours au département de la justice? C'était il y a quelques jours, il y a 2 jours, alors que ça ne s'était jamais fait, et intimant au juge d'être aux ordres. C'est ce qu'il a fait. Qu'aurait pensé sa sœur Elizabeth Trump? Et donc, ça prouve que Trump est prêt à aller très loin, mais il y a des juges qui peuvent résister et qui, pour le moment, peuvent faire cette résistance qui permettra, et c'est comme ça que je vois les choses, à la société civile de se réveiller. Les juges ne pourront pas être l'ultime barrière, mais ils peuvent être ceux qui permettent le réveil de la société civile et des organisations qui ensuite, dans la rue et par d'autres moyens, résisteront. Il y a également, les États, bien sûr. Ça ne vous a pas échappé que les États-Unis sont un pays fédéral et qu'un certain nombre d'États commencent à être en rébellion ouverte avec le pouvoir exécutif central, à savoir celui de Donald Trump. Et enfin, et là, ça nous ramène à Wall Street, donc la boucle est bouclée. Je pense que Elon Musk, puisqu'on parle aussi de lui, s'est fait beaucoup d'ennemis. Il s'est fait beaucoup d'ennemis et qu'il y a beaucoup de ses pairs milliardaires qui, à un moment donné, pour des raisons différentes, qui sont d'ailleurs pour certaines sans doute pas très avouables, qui sont de pures raisons capitalistes, vont chercher à l'exécuter. Et donc, je pense que les tigres capitalistes américains vont peut-être finir par se dévorer, et si la proie de ces tigres-là, c'est Elon Musk, personnellement, je ne m'en plaindrais pas beaucoup. Nicolas Bavrez. Il y avait 3 hypothèses finalement sur Trump 2. Première hypothèse, c'était un peu comme ce qu'on avait cru être Trump 1, c'est-à-dire une parenthèse qui se refermait. La deuxième hypothèse, c'était que c'était du transactionnel musclé à l'intérieur et à l'extérieur. Et la troisième hypothèse, c'était que c'était une vraie révolution conservatrice qui allait créer une rupture majeure et dans l'histoire, dans la nature même des États-Unis et dans le système mondial. Et je crois malheureusement qu'aujourd'hui, on ne peut pas contester qu'on est dans l'hypothèse 3, la plus désagréable, avec 4 volets. Premièrement, on l'a vu, la toute-puissance du président, la théorie de l'exécutif unitaire qui permet un déluge d'executive order et qui permet de revendiquer que personne ne peut contester le président, ni le Congrès, ni la justice, avec la phrase de Trump « Celui qui sauve son pays ne viole aucune loi ».
La deuxième chose, c'est la souveraineté du peuple contre l'état de droit et le pluralisme. Et c'est le coup d'État à la fois juridique, mais aussi numérique, côté Elon Musk. Et puis, troisième élément, retour d'un capitalisme de prédation avec l'alliance perverse d'un pouvoir absolu des milliardaires et de la big tech. C'est le retour des barons voleurs que Theodore Roosevelt avait exterminé. On le voit avec le Bitcoin qui est transformé en réserve stratégique, et ça derrière, c'est de l'argent bien réel de Trump, de Musk et d'un certain nombre d'autres. On le voit avec Musk qui rafle les marchés, qui réoriente les marchés et les subventions publiques. Et évidemment, la quatrième aspect, c'est le désordre, le fait d'assumer le désordre et le chaos mondial, de brutaliser le système tant au plan économique avec le protectionnisme que sur le plan stratégique avec l'alignement sur la Russie face à l'Ukraine. Donc on est bien là-dedans. Et c'est vrai que ce qui a été dit est juste, c'est-à-dire que la mécanique classique des checks and balances, elle ne marche plus. Elle ne marche plus parce que le Congrès majoritairement républicain assume sa disparition pour l'instant. Il va sans doute se réveiller avec les midterms, mais les démocrates sont traumatisés, ont perdu d'ailleurs le contact avec le peuple. Et ce qu'on voit quand même, et ça il faut y insister, c'est que maintenant, c'est un côté rhinocéros. Il y a une logique de peur aux États-Unis. Il y a une logique de peur chez les fonctionnaires, il y a une logique de peur chez les démocrates, parce que derrière, vous avez des chasses à l'homme numériques qui s'organisent. Alors, quels sont néanmoins les contre-pouvoirs? On l'a dit, Wall Street. L'économie, c'est intéressant parce que Trump va mettre l'économie américaine en récession. Et n'oubliez pas que Wall Street, contrairement à chez nous, là, il y a peu de gens engagés dans la bourse. Wall Street, ce sont les pensions. Et donc, si Wall Street commence vraiment à dévisser, ça veut dire que tous les retraités américains vont avoir des difficultés. Les États fédérés, ça a été dit. Et puis, quand même, des réactions des nations libres. Regardez, le Canada, c'est quand même très intéressant. Le Canada avait prévu de supprimer, alors ça a été, quand ça a été décidé, c'était la reine, le roi d'Angleterre des billets. Aujourd'hui, le roi d'Angleterre, il est sur les billets canadiens pour un bon moment. Et le fait que ce soit le roi d'Angleterre qui soit le chef de l'État, aujourd'hui, les Canadiens n'ont jamais été aussi engagés sur leur souveraineté et jamais été aussi unis. Et donc, la question qui se pose, la dernière, c'est le réveil de l'Europe. C'est vrai qu'aujourd'hui, le traumatisme, il est incroyable. Il y a une réaction, on l'a dit, sur la sécurité, sur la compétitivité, et il y a surtout une formidable opportunité. Là, je me distinguerai de ce qui a été dit. Aujourd'hui, le business américain est en train de revenir en Europe. Et il revient pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir de capitalisme sans stabilité. Et Trump est en train d'introduire un tel degré d'instabilité, d'arbitraire et de violence aux États-Unis que on se réintéresse à l'Europe, et c'est à nous de saisir cette opportunité. Ramenons les investisseurs américains, ramenons aussi les chercheurs américains. Au Zero Day signalé par Richard Verly, je voudrais ajouter à une fable de La Fontaine, Les deux coqs, dans laquelle on trouve ce vers « Tout vainqueur insolent à sa perte travaille ». Marc-Olivier Padis. Richard a eu raison de rappeler cet épisode tout à fait récent de vendredi dernier où le président Trump est allé faire un discours au ministère de la Justice en poursuivant d'ailleurs sa vendetta personnelle contre des juges, ce qui est une interférence avec le pouvoir judiciaire sans précédent dans l'histoire américaine. Et je pense qu'il faut rappeler que la séparation des pouvoirs et checks and balances, c'est deux choses différentes qui ont été débattues en 1787 en faisant force référence à Montesquieu par les pères fondateurs américains, les fédéralistes et les antifédéralistes. La séparation des pouvoirs, c'est l'idée qu'il y a trois branches. Je ne vous apprends rien, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Et les checks and balances, c'est un peu différent. C'est le fait que ces trois branches n'interfèrent pas les unes avec les autres. Or, dans la Constitution américaine, il est prévu qu'il y ait des équilibres et des freins, puisque, par exemple, le président américain a un droit de veto par rapport à des lois du Congrès, et le Congrès peut voter l'impeachment. Donc, c'est ce système qui fonctionne. Et ce qui change beaucoup
avec Trump, c'est une volonté de transgresser ces équilibres qui ont été mis en place. Et on l'a vu notamment avec les executive orders, donc ces décrets présidentiels, on ne sait pas très bien comment traduire, du jour de son investiture, 55 d'un coup. Et alors j'ai demandé à des juristes, ce qui est assez étrange, c'est que le statut de ces executive orders n'est pas clair dans le droit américain, qui est pourtant abondant et très élaboré. Les executive orders n'ont pas de statut dans la Constitution. C'est l'article 2 de la Constitution qui est consacré au pouvoir du président et rien ne parle des executive orders. En fait, c'est une tradition qui s'est mise en place progressivement. Et donc, en France, on a la culture, comme vous savez, on distingue très clairement ce qui relève de la loi et ce qui relève des décrets. Il y a même donc des institutions qui sont chargées de vérifier qu'il n'y a pas d'interférence, que les domaines sont bien séparés. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et donc, Trump a pris une série d'executive orders de nature diverses. Par exemple, le changement de nom du Golfe du Mexique en Golfe de l'Amérique, qui n'a aucune portée pratique quelconque. Mais d'autres, en fait, où les executive orders, c'est le moment où le président peut indiquer aux administrations fédérales et aux fonctionnaires la manière dont il faut interpréter les lois. Ce que dit l'article 2, c'est qu'en principe, le président veille à ce que les lois soient fidèlement exécutées. Et donc, comme il a l'autorité sur l'administration, il pouvait expliciter aux fonctionnaires la manière dont ils devaient appliquer les lois. Mais là, il est allé bien au-delà et il a pris des executive orders dans tous les sens. Alors, comme dit Richard, effectivement, les juges vont dire non, là, ça va pas, vous êtes allé trop loin, c'est pas conforme au texte, etc. Mais là où je suis moins optimiste que Richard, c'est que d'abord, ça prend beaucoup de temps, parce que vous avez un juge de district, puis un appel, puis un deuxième appel, et puis ça monte, etc. Tout ça, ça peut prendre plusieurs années. Et entre-temps, les dégâts sont nombreux. Et puis, à titre pédagogique, on n'y comprend plus rien. Si vous avez déjà suivi des affaires précédentes aux États-Unis, on finit dans des histoires de subtilité juridique auquel plus personne n'y comprend rien, où la décision d'un juge, finalement, c'est pour savoir si le juge de l'étage inférieur avait le droit de prendre la décision qu'il avait prise, etc. Et donc, on n'est plus du tout sur le fond. Alors, ce qui est très étonnant, dernier point, c'est que je rejoins complètement l'analyse de Nicolas, c'est qu'il y a aux États-Unis un courant intellectuel conservateur révolutionnaire qui veut aujourd'hui changer les institutions américaines, et notamment avec, Nicolas l'a cité, la théorie de l'exécutif unitaire qui vise à renforcer les pouvoirs du président. C'était déjà le cas après 2001 sous George Bush Jr. Il y avait l'idée qu'il fallait renforcer les pouvoirs du président. Mais là, ce qui est étonnant, c'est qu'avec Musk, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il s'agit de démanteler l'État fédéral. Et donc, littéralement, Trump est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, puisque à la fois, il prend des executive orders pour dire voilà comment les fonctionnaires doivent agir, et vous avez Musk de l'autre côté qui renvoie les fonctionnaires. Et donc, le bras armé du président est en train de disparaître. Je dois dire, c'est assez incompréhensible. Jean-Louis Bourlange. Oui, on a effectivement, on est en situation assez particulière puisque nous avons au pouvoir aux États-Unis quelqu'un qui ne fait pas un coup d'État, mais quelqu'un qui en a déjà fait un. Il y a quelques années, coup d'État qui n'a pas réussi, mais dont il a été tenu quitte à la faveur de manœuvres assez compliquées de la Cour suprême qui a voulu lui donner raison. Il y a dans le passé, il y a des chefs d'État qui sont arrivés au pouvoir par des voies légales après avoir fait un coup d'État. Hitler, par exemple, il avait tenté un coup d'État, il a passé quand même quelque temps en prison, lui. Ça n'a d'ailleurs pas été très bon pour lui, parce que ça a inspiré un livre assez médiocre, qui est Mein Kampf, mais ça l'a pas empêché de revenir au pouvoir par des voies au départ, pas mais rapidement illégales, mais au départ légales. Là, nous sommes effectivement en présence d'une remise en cause, je crois, très profonde, à la fois juridique et politique. Le problème, c'est l'articulation des deux. Ce que mes camarades ont dit sur le plan juridique me paraît parfaitement juste. On a d'abord une mise en cause très profonde de l'administration. L'administration des fonctionnaires américains, ils sont par nature loyaux à l'égard du gouvernement et à l'égard du président, mais ils sont soumis
à la Constitution, à la loi, à un certain nombre de principes de la vie démocratique. Là, on voit bien que ce qui est en cause, c'est cet second type de loyauté. Il faut qu'ils soient non seulement loyaux à l'égard du président, mais soumis au président et à ses caprices. Ces fonctionnaires ne sont pas protégés socialement. Les nôtres sont peut-être un peu trop, reconnaissons. Mais les Américains, pas du tout. Si bien qu'ils sont dans le miroir et dans le viseur et qu'on peut les dégommer et les plonger des centaines de milliers de personnes dans une précarité complète. Ce qui crée, dans cette ville de Washington qui vote à 95% démocrate, un sentiment très, très de profonde inquiétude et de profonde précarité. D'autre part, la théorie que vient de rappeler Marc Olivier sur la présidence unitaire fait que les agences fédérales, le statut des agences n'est pas considéré comme un écran protecteur. Le président ou son délégué, Monsieur Musk, peuvent à tout moment dégommer qui ils veulent, selon leur conception, au sein de ces agences. Donc on a aucun statut, on a une fonction publique centrale liquide et liquidée. Ce qui provoque sans doute des réactions dans l'Amérique profonde ambiguës. Les gens commencent à s'en inquiéter, mais globalement, l'opposition, c'est comme Paris en France, face à la province, l'opposition au gouvernement fédéral est quand même très forte. On a cette affaire-là. Ensuite, le second contrepoids, c'est les juges. Alors là, vous avez tout dit, c'est absolument impressionnant de voir la remise en cause de cet instrument qui, depuis le début, depuis les fondements de la Constitution américaine, ont été un élément essentiel de l'équilibre. Tu as parlé, Marc-Olivier, de séparation et d'indépendance. Je crois qu'il y a à la fois une séparation et une coopération. Et il y a une coopération entre les pouvoirs, justement les droits de veto, le pouvoir des juges, etc. Or là, ce qui est en cause, c'est les deux choses. On refuse la séparation et on refuse la coopération. Il y a un arbitre et un seul. On est donc dans une situation, et troisièmement, le Congrès est mis en cause dans ses prérogatives. Quand on supprime, quand on n'applique pas, et dans des conditions dramatiques, le versement, quand on n'exerce pas le versement de l'aide à l'Ukraine qui a été votée par le Congrès, on se met en porte-à-faux par rapport au Congrès et on plonge unilatéralement, et contrairement à la volonté du peuple américain, manifestée par le vote du Congrès, et on plonge les Ukrainiens dans une situation très difficile. De même, quand on refuse, quand on coupe tout simplement les crédits de l'USAID, on a une aide dont les ravages sont, il y a peut-être des défauts dans ce système, mais on n'imagine pas les ravages que ça produit dans l'ensemble des systèmes humanitaires un peu partout dans la planète. C'est absolument épouvantable en Afrique, ailleurs. Les gens sont vidés du jour au lendemain, perdent leur emploi, perdent toute possibilité. Ils ne peuvent même plus, les organismes peuvent même plus payer les rapatriements dans certains cas. Or ça, c'est une décision unilatérale qui est faite contre le vœu du Congrès. Alors il y a toute cette mise en cause. Alors la seconde chose qu'il faut voir, c'est que tout ça est fondé sur une mainmise politique extrêmement forte. La Chambre, d'abord la Cour suprême, qui est l'élément central. La Cour suprême, vous connaissez la définition des juges de la Cour suprême. Ils ne démissionnent jamais et meurent rarement. Ils sont nommés par le pouvoir, ils sont à vie, c'est-à-dire nous avons nos propres problèmes avec le Conseil constitutionnel. C'est pas terrible l'organisation du CC en France, mais là quand même avec l'allongement de la durée de la vie, etc. Des gens qui sont éternellement juges jusqu'à la fin. Enfin c'est quelque chose d'aberrant. En tout cas le contrôle est fait et il est très important. Le Congrès, et là c'est quand même mystérieux de voir à quel point le Congrès est atone. Même les républicains, nous avons une mise en cause très très directe et systématique sur le plan international des fondements de la politique pourtant extrêmement réussie de Ronald Reagan.
Ronald Reagan a dégommé l'Empire soviétique avec le concours du pape, de François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing et d'Helmut Kohl. Mais enfin, c'est Reagan qui a mené l'affaire. Et là, on prend le contre-pied absolu et les républicains sont là sans rien dire. Quant aux démocrates, c'est proprement inimaginable. À part Bernie Sanders, personne ne réagit. Donc on est dans une situation, et c'est ça qui, pour nous, Européens, est le plus troublant. On a la seule réaction qu'on ait entendue sur le territoire américain est celle de notre sympathique ami Claude Malhuret, qui a fait un discours, comme toujours, avec Claude, absolument merveilleux de talent et d'audace et de classicisme. Désinvolture. Bon, il a fait ça. Alors, donc on est, et c'est ça qui est vraiment très préoccupant pour l'avenir, on est en présence d'une conséquence de ce que je qualifie, moi, de chaos cognitif. Nous avons, dans l'ensemble du monde occidental, mais particulièrement aux États-Unis, nous avons un chaos de la construction de l'esprit public. Les gens sont mus par des réflexes comme l'émotion, la moralisation, la revendication, l'indignation, mais la construction d'un objet politique passant par la définition d'objectifs, la mise en œuvre de priorités et l'acceptation des conséquences directes et indirectes que le respect de ces priorités implique a disparu. Combien de temps ça va durer ? Je crois que le seul vrai contre-pouvoir à la politique de M. Trump, c'est son échec programmé, parce que c'est une politique qui n'est pas conforme aux intérêts des États-Unis, mais qui est de bout en bout totalement absurde. Nous allons donc prolonger cette conversation par les échanges avec le public tout à l'heure, mais pour le moment, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en rappelant que, en juin dernier, Libération a publié des articles impliquant Jean-François Revel dans une sordide affaire de pédocriminalité. Cette semaine, Le Figaro a publié sous la signature de Martin Bernier une enquête substantielle, minutieuse, implacable, qui réduit à rien les accusations de Libération et qui met en lumière les méthodes exécrables utilisées par ce journal pour salir la mémoire de Revel. Avec l'autorisation du Figaro, je mettrai dans les brèves et dans notre compendium le texte complet de cet article afin que celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas abonnés au Figaro puissent en prendre connaissance. Dans un contexte où la probité de l'information est universellement menacée par le recours à des vérités alternatives, que l'on a longtemps appelées d'un nom moins pompeux, le nom de bidonnage, au-delà de l'écœurement, c'est le silence qui entoure cette arnaque de Libération qui fait peur et qui fait douter de la sincérité des convictions de ceux qui se présentent comme des défenseurs de l'information. Marc-Olivier Padis. Je voudrais vous recommander le livre de notre camarade Nicole Niesotto, à un titre volontariste, Choisir l'avenir, et un sous-titre pédagogique, 10 réponses sur le monde qui vient. On retrouve dans ce livre les qualités que les auditeurs du Nouvel Esprit Public connaissent, de synthèse et de clarté, une expression toujours parfaitement maîtrisée, sans jargon. Elle suit dans ce livre 2 fils conducteurs à travers donc 10 chapitres qui sont 10 réponses aux questions qu'on se pose sur le retour de la guerre, sur l'affaiblissement de l'Europe. Comment expliquer comment nous en sommes arrivés là et comment reconstruire un minimum d'ordre international. Et elle pointe en particulier, tout au long de ses réflexions, 2 contradictions. Le fait que nous sommes dans un monde de plus en plus fragmenté face à des risques de plus en plus globaux. Et d'autre part, le fait que nous assistons à une barbarisation des relations internationales en même temps qu'une explosion du savoir et des technologies. Et donc, il n'y a pas de réponse simple à apporter à toutes ces questions, mais montrer une capacité à nous représenter clairement les défis qui nous attendent est essentiel. Jean-Luc Bourlange. Oui, j'ai l'un de mes anciens élèves à la Johns Hopkins, au centre de Bologne de la Johns Hopkins University, un ami italien, Lodovico Luccioli. Je dis, c'est un de mes anciens élèves, il a presque mon âge, à vrai dire. Enfin, il avait 10 ans de moins que moi avant. Nous en sommes tous là. Et et nous étions donc avec Pierre Hassner, professeur, vous avez dit du bien de Jean-François Revel, je dirais du bien de Pierre Hassner. Nous étions avec Pierre Hassner, professeur dans ce centre, et Monsieur Luccioli m'a envoyé m'a dit que la revue des Deux Mondes avait ressorti sous une forme ou sous une autre un article qui est un dialogue entre Thomas Gomard,
et Pierre Asner de 2014 sur la situation, sur Poutine, sur les ambitions de Poutine en Ukraine, etc. Et je trouve que c'est formidable parce que c'est, comme toujours, nous connaissons tous Pierre Asner, il a été longtemps et fait longtemps partie de cette émission sous une forme ou sous une autre. C'est un personnage absolument subtil et là on voit à la fois la finesse de raisonnement et la perception très exacte de tout ce qu'allait devenir l'horreur poutinienne. Et je pense que quand on lit cette chose-là, quand on songe au niveau d'intelligence de Pierre Asner, on est fondé à parler comme le général de Gaulle et à dire qu'il est quand même regrettable que tant de gens méprisent l'intelligence au point de dédaigner de s'en servir. Richard Verly. Alors je voudrais non pas faire une recension croisée, ce serait impossible, mais citer côte à côte ces deux livres que je vous montre. François Mitterrand, le dernier empereur de la colonisation à la France-Afrique, qui est un ouvrage collectif qui vient de sortir, et Rocard, une biographie internationale de Vincent Duclerc. Et les deux, à mes yeux, sont très complémentaires pour comprendre aussi bien ces deux personnages que cette partie de l'histoire française. Celui consacré à François Mitterrand détaille de manière très précise, alors un peu confuse parfois, c'est le problème de ces ouvrages collectifs, le rapport de François Mitterrand au monde colonial français, aux colonies françaises et à la colonisation, où l'on découvre que François Mitterrand était intrinsèquement, je veux dire, ses racines plongées dans l'Afrique coloniale. Si j'en crois les auteurs, avec une réalité, c'est que il n'a jamais compris l'Indochine et il pensait que de toute manière l'Indochine échapperait à la France. Il y a quand même eu l'ombre du trafic des piastres, ça mériterait un jour une émission historique, mais qu'en revanche il était convaincu de la capacité de la France à garder, je dirais sous sa férule, l'Afrique francophone. Donc il y a là le cynisme, évidemment le pouvoir, mais aussi la lucidité, y compris sur l'islam, de François Mitterrand. Et il y a Michel Rocard, cette biographie internationale qui, je crois, peut se résumer à un mot, c'est-à-dire l'espoir et la conviction que la modernité existe et que le monde, les relations internationales peuvent se moderniser à l'aune du courage et d'un certain volontarisme. Et ça se termine, je le cite parce que c'est d'actualité avec le Groenland, sur l'Arctique, puisque l'une des dernières fonctions officielles de Michel Rocard était d'être ambassadeur pour les pôles. Je trouve que ces deux livres se complètent parfaitement, à la fois parce qu'ils racontent le monde et la France de ces 40, 50 dernières années, mais aussi ce qui séparait, et là, Philippe le sait 1000 fois mieux que moi, ces deux grands personnages. Oui, je dois dire que dans le livre sur Mitterrand et l'Afrique que j'ai lu également, c'est vrai que le côté collectif met un peu de brouillard, mais enfin qu'en même temps, le cynisme de Mitterrand est davantage présent que la lucidité. Nicolas Bavrez. Un mot d'abord dans le droit de fil de ce qui a été dit sur Jean-François Revel et puis le procès en sorcellerie de Libération. Bon, il y a quelque chose qui était déjà connu, c'est que Libération est à l'information et au journalisme, ce que Vladimir Poutine est à la démocratie. Donc ça, malheureusement... Mais ce qui est plus intéressant... Ne parle pas comme Jean Quatremer. Ce qui est plus intéressant, c'est finalement de se dire que Revel avait lui-même organisé ou écrit sa défense, si je puis dire. Parce que quand on reprend ses livres, la grande parade, la survie de l'utopie socialiste, y compris après la chute du mur, ça c'est une première chose. Ensuite, la connaissance inutile, la manière dont quand l'information existe, elle est délibérément biaisée ou occultée. Et puis il y avait ce autre titre, Comment meurent les démocraties. Elles meurent malheureusement encore plus souvent de l'intérieur, rongées par ce type de comportement de ceux qui devraient la défendre, que par les menaces extérieures. Pour en revenir à notre émission, moi je voulais vous proposer puisqu'on a beaucoup parlé de guerre et de menaces, un livre récent du général Durieux et d'Olivier Vivorca, qui est le grand historien de la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle Les Maîtres de la stratégie. Ce sont 20 portraits très intéressants qui vont de Sun Tzu jusqu'à David Galula, l'officier français théoricien de la contre-insurrection, et donc avec une vingtaine de portraits sur des grands penseurs stratégiques, mais avec aussi, j'allais dire, un lien assez personnel avec les auteurs, ce qu'ils ont vécu. Il y a à la fois des universitaires et puis des stratèges ou des militaires, et qui font le lien avec
la période d'aujourd'hui. Donc c'est ce lien entre, j'allais dire, la pensée stratégique depuis de nombreux siècles et puis l'application aux guerres d'aujourd'hui, qui est, à mon avis, c'est un ouvrage très réussi. Lisez l'article de Martin Bernier, parce que dans ce contexte de journalisme approximatif ou d'anti-journalisme, il est, je crois, particulièrement tonique de voir que ce métier peut être fait comme il doit être fait, avec des règles de vérification, de clarté dans l'exposition, de modération dans le ton, et franchement, ne serait-ce que pour cela, indépendamment de l'intérêt qu'on peut porter à Jean-François Revel et à sa pensée, cet article de Martin Bernier mérite d'être lu. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Arnaud Galabé et Christian Sory, qui en ont assuré l'enregistrement, tandis que Nicolas Tourneau veille au site et Olivier Magloire veille à toutes les questions qui tournent autour du financement. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la poursuite des sujets de cette émission sous la forme d'entretien avec nos auditeurs à l'école alsacienne que je remercie, et je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain pour cette émission thématique sur la Pologne et son rôle dans l'Europe et dans son rôle face à l'Union soviétique, à la Russie.